faudra attendre Napoléon Ier, 1804, pour que vraiment on décide la translation des cimetières. Et elles se sont réellement réalisées au milieu du 19e, entre, on va dire, 1840 et 1860 pour la plupart. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racines et récits. Tout au long de ses recherches, le généalogiste est souvent confronté à la mort, principalement à la lecture des actes de décès de l'état civil. Mais il est d'autres sources qui lui permettent de compléter les informations sur ses chers disparus. À ce titre, il lui arrive d'arpenter les allées des cimetières à la recherche des tombes de ses ancêtres, non seulement pour s'y recueillir, bien sûr, mais aussi pour découvrir d'autres renseignements utiles comme des dates, des photos ou la composition d'une famille regroupée dans une concession. Pour en parler, j'ai invité Christiane Menot, présidente de l'U-Projet et auteure d'un ouvrage consacré à l'analyse des concessions funéraires et disponible à l'achat sur son site Antequam. Christiane Menot, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Christiane, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et Récits. Et ma première question va porter sur l'histoire de nos cimetières. Peux-tu nous préciser comment ils se sont notamment déplacés à travers le temps et à l'intérieur de nos communes? Je crois qu'on peut remonter assez loin sur ce sujet. Chez nous en France, on peut remonter jusqu'à Charlemagne qui lui-même avait déjà interdit l'inhumation dans les églises. Il a été très peu écouté, donc tout le monde faisait comme il voulait. Mais pas beaucoup de place dans les églises, donc il fallait bien inhumer nos ancêtres quelque part. Ils s'étaient inhumés, je dirais bien à l'arrache, c'est-à-dire que chacun choisissait son petit bout de terrain dans un emplacement quand même défini, souvent autour des églises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut constater quand on visite les petits cimetières de ce genre que c'est tout de guingois. Il n'y a rien de bien aligné, bien droit, chacun ayant choisi son emplacement. Donc, la déclaration royale de 1766 rappelle que il est impossible d'être inhumé dans les églises, sauf, là donc on décide de qui pourra, donc les évêques, les grands justiciers, c'est-à-dire les grands juges, enfin les grandes personnalités, et les heureux donateurs ou bienfaiteurs. Ces personnes-là sont souvent des nobles, des grands bourgeois, et c'est ainsi qu'on a vu construire ou modifier des chapelles. Alors, les chapelles déjà construites, qui étaient des chapelles privées dans les églises, deviennent chapelles publiques, et les églises qui n'avaient pas de chapelles privées ont vu des constructions qui se sont faites sur les côtés. Ça a permis à ces personnes qui ont donc fait don à l'église d'une chapelle de pouvoir être inhumées par la suite dans l'église. Cette même déclaration royale précise les dimensions du caveau, enfin du trou que l'on va faire pour inhumer nos ancêtres. De là vient notre expression être enterré 6 pieds sous terre. Pourquoi? Parce qu'il a été décidé 72 pieds carrés de superficie, mais en profondeur, l'ancêtre ne pouvait pas être inhumé à moins de 6 pieds sous terre, soit à peu près, on va dire, 1,80 m, 1,90 m. Et puis, ces cimetières qui se trouvaient principalement autour des églises, sauf dans les grandes communes où évidemment ils avaient été obligés de prendre un terrain, ils savaient qu'il y a un problème d'hygiène, de salubrité publique. On se rend compte dès la Révolution que tous ces corps en décomposition émanent des gaz, émanent des fluides, et ça pollue et l'atmosphère, la culture, enfin tout ce qui peut être polluant. Il faudra attendre Napoléon Ier, 1804, pour que vraiment on décide la translation des cimetières, et elles se sont réellement réalisées au milieu du 19e, entre, on va dire, 1840 et 1860 pour la plupart. Oui, donc effectivement, il y a eu une période particulière qui a vu dans ces nouveaux cimetières l'essor de véritables monuments funéraires et que l'on peut situer donc à partir de cette période-là et surtout à la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on peut y trouver un intérêt particulier pour le généalogiste? On va en donner deux d'intérêt, parce que le généalogiste, il est attaché au patrimoine, mais pas que le patrimoine humain. Il y a aussi le patrimoine construit. Donc, dans ces cimetières, puisque les bourgeois et certains nobles ne pouvaient plus aller dans les églises, il fallait bien qu'ils se démarquent, en fait, du simple mortel. Donc, on a vu apparaître des grandes stèles, des chapelles, des monuments carrément, hein, des choses très très belles, qui montraient, dès qu'on arrivait dans le cimetière,
qui avait eu les moyens ou pas, qui était riche ou qui ne l'était pas. Et il y a aussi des règles quand on regarde un cimetière. On dirait qu'il y a une mode, on pourrait dire qu'il y a une réelle mode, c'est-à-dire qu'on voit parfois ces sépultures qui sont donc au sol, en pierre, et qui ont des ouvrages sur les côtés avec des chaînes, 4 poteaux, une chaîne. Donc il y a une mode de la sépulture. Et donc l'intérêt généalogiste autre sur ces belles sépultures, c'est que souvent c'est rempli de dates et de renseignements. Alors, soit les dates précises de naissance et de décès, soit les années naissance et décès, soit le statut. Il était haut fonctionnaire, il était médecin, il était écrivain, il était bienfaiteur de la commune, il était maire, il était curé, il était... Et donc, quelquefois, ça nous permet à nous de mieux cerner et de savoir où chercher. Quel type de concessions existe aujourd'hui et effectivement, qui sont leurs propriétaires? Alors, on va parler déjà des propriétaires. Le problème d'un titre de concession, c'est celui qui a acheté est le propriétaire. Donc, on se trouve aujourd'hui avec des titres de concession qui datent de 1840-45. On doute bien que le propriétaire est décédé. Sauf que dans les inventaires après décès, dans les pièces papier qui sont relevées, on ne trouve jamais de titre de concession. Ce document n'est pas transmis d'une personne à un héritier bien défini. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on doit enterrer quelqu'un dans une concession à titre familial, il faut l'accord de tous les descendants. Alors s'il y avait aujourd'hui un seul propriétaire, on ferait la demande à ce propriétaire. Il est possible de racheter le titre de concession. La démarche, elle est simple. On cherche tous les descendants actuels. On leur demande leur accord pour racheter le titre de concession. On enregistre tout ça chez un notaire et on se présente à la mairie en disant, voilà, j'ai l'accord de tous les descendants, c'est moi qui reprends la concession et il y a modification au niveau de la mairie. C'est le seul moyen pour le propriétaire. Après, les différents types de concessions qui existent aujourd'hui, c'est le Code général des collectivités territoriales qui établit ce qui doit exister. Donc, il y a des concessions temporaires. La concession temporaire, elle doit être au maximum de 15 ans. Ensuite, les concessions trentenaires, les cinquantenaires et les perpétuelles. Ce type de concession est établi par chaque commune dans une décision municipale. C'est-à-dire que le conseil municipal décide quel type de concession il y aura dans son cimetière. Il n'est pas obligatoire d'avoir les 4 et la durée des temporaires peut être inférieure à 15 ans. Alors, côté pratique, Christiane, est-ce qu'il y a des registres de concessions et s'il y en a, comment on peut y accéder? Alors, les registres des concessions. Dans les grosses communes, Lyon, Marseille, Paris, vraiment les grosses communes, il y a des lustres qui ont ce type de registre. Quand je dis des lustres, on va dire que les plans des cimetières tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, on les trouve dans les communes à partir de 1900-1910. Ce qui fait qu'il y a ceux qui ont pris des registres et en avant, on lit dans les registres comme quand on va dans un cimetière à Paris, par exemple, et on va trouver des renseignements sur la concession. Il y a des communes qui prennent le crayon de bois et la gomme et qui continuent de gommer sur le plan. Je ne vous dis pas l'état du plan maintenant. Il y a des communes, beaucoup aujourd'hui, qui sont passées au numérique, donc qui ont un logiciel et qui ont enregistré les sépultures. Et puis, il y a encore les petites communes qui avaient des fiches cartonnées sur lesquelles ils rendent tous les renseignements. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a le premier propriétaire. Et quand la concession a été relevée, on a le deuxième propriétaire. J'ai vu, moi, dans une commune en Seine-et-Marne, il y avait 4 propriétaires différents. Donc, on a l'historique, c'est génial. Christiane, j'ai vu aussi qu'il existe des projets collaboratifs pour recenser les sépultures. Je pense notamment, titre d'exemple, au projet Sauvons nos tombes de Généanet, qui regroupe près de 7 millions de photos de tombes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que tu en penses de cette initiative? Bien, alors, moi, ma réponse, elle est mitigée sur le sujet. Je trouve génial cette démarche de protéger le patrimoine bâti. Il faut absolument le conserver. Et malheureusement, il faut aussi relever certaines sépultures parce que c'est comme ça. C'est la loi, c'est un état de fait. Donc, les photos permettent d'avoir le souvenir de ce qui existait. Par contre, sur le patrimoine généalogique, j'ai quelques doutes. C'est-à-dire que si on peut donner les noms de ce qui est visible sur les sépultures, pour autant, on n'a pas les noms des personnes qui sont inhumées dans la sépulture. Et pour moi, c'est 2 choses différentes. Donc, je vais prendre l'exemple de la tombe de mes grands-parents.
Donc, sur Internet, il y a une sépulture Menot-Victor, qui est le frère aîné de mon grand-père, et sur une autre, il y a écrit Menot-Charles. Menot-Charles, il est simplement propriétaire de la sépulture. Ce sont ses enfants qui sont décédés en bas âge qui sont inhumés là. Et il y a une autre sépulture, Menot-Monnier, où il y a bien mes grands-parents. Mais quand on va sur Généalnet, on a une photo qui ne montre pas réellement la sépulture Menot-Charles. Et surtout, dans cette sépulture, Menot-Charles, il n'est pas inhumé. Donc, c'est une fausse ou une désinformation. Je ne sais pas trop comment dire ça. Ça ne peut être précis que sur les belles sépultures dont on parlait tout à l'heure, où c'est clairement écrit, clairement lisible et où on a des dates. Là, c'est utile. Mais quand on a 2 noms, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront que 2 dans la sépulture. Ils peuvent être 10. Ça, on n'en sait rien. Mais en fait, les cimetières constituent quand même des archives à ciel ouvert, si on peut dire. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous révéler sur une découverte que tu aurais faite, toi, lors de la visite d'un cimetière? Alors moi, c'est pas lors de la visite d'un cimetière. J'aime bien travailler sur les cimetières et je travaille actuellement sur 2 cimetières de 2 communes qui sont proches d'une dizaine de kilomètres. J'ai vraiment beaucoup travaillé j'ai commencé récemment sur l'autre. Donc la première démarche pour travailler, c'est de relever tous les actes de décès. Je trouve donc 2 décès, Louise Gemtel qui décède une première fois et puis son père, Louis, qui décède, en 1870. J'ai les actes, du curé, c'est-à-dire j'ai les actes de catholicité, comme quoi ils ont été inhumés dans le cimetière. Et puis, je me dis: «Tiens, c'est bizarre, ces noms-là, ça me parle». Bah oui, dans la commune d'à côté, ils ont une sépulture. Donc je n'ai pas trouvé le titre de concession dans la première, mais j'ai bien le titre de concession de la deuxième. Et en fait, c'est le frère et fils qui était commerçant à Paris, qui a décidé de ramener sa famille dans la commune de Famille. Donc il a fait rapatrier les 2 corps en 1877. Ce qui fait que je n'ai aucune trace d'inhumation dans la première commune, mais je sais qu'ils sont bien dans l'autre, parce que non seulement la sépulture existe toujours, alors qu'elle date de 1877, elle est très bien entretenue, et j'ai le titre de concession. Donc parfois, on cherche pas toujours vraiment où il faudrait, pour trouver. Donc ils sont décédés dans une commune où ils habitaient et si j'avais dû chercher, il aurait fallu que je cherche dans leur famille d'origine, s'ils n'avaient pas été inhumés. C'est une piste aussi généalogique de chercher, où on peut être inhumé. En tout cas, on s'aperçoit que c'est pas si simple, hein, Christiane. En conclusion, quel conseil principal tu donnerais à un généalogiste avant de se lancer dans ce que je pourrais qualifier de tourisme funéraire? Alors si tu entends par tourisme funéraire chercher un petit peu, le circuit des ancêtres, où ils ont pu décéder et où ils ont pu être inhumés, je dirais déjà, de prospecter, comme je viens de le dire, dans les bonnes communes. C'est pas la peine de s'éparpiller. Si notre ancêtre est décédé dans une petite commune, et ben déjà de chercher les actes religieux, parce que je parle de catholicité, mais il y a d'autres religions, de chercher ce document-là qui va dire, lui, où il a été inhumé. Donc déjà dans la commune du décès. Ensuite, si on ne trouve pas, eh bien, aller chercher dans la commune d'origine. Il était natif de, donc on peut aller vérifier dans ce cimetière s'il n'y est pas, parce que peut-être qu'il y avait une tombe familiale et on a rapatrié le corps dans la sépulture familiale. Et puis, dans les grosses communes, on revient sur les registres des communes, le maire donne l'autorisation du transport du corps. Donc, parfois, je parle en connaissance de cause à Issy-les-Moulineaux, j'ai été chercher un décès et on m'a dit dans quelle commune il avait été inhumé, parce qu'ils ont donné l'autorisation. C'est une information capitale. Et sans ces recherches-là, il n'y a pas de tourisme sur les sépultures et c'est compliqué. Christiane, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits et je précise le nom de ton site, Antequam, qui permet de découvrir l'étendue de ton offre et de tes publications. Merci Christiane. Merci à toi et à très bientôt. Vous venez d'écouter Racines et Récits, saison 2, épisode 5. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est animé par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 20 mars. À bientôt et merci de votre fidélité.